Bonjour à toutes et à tous. Nous allons aborder le thème 36, les langages littéraires, les genres littéraires et la critique littéraire. Ce thème, il est vraiment un rapport avec le thème 31 surtout, et même on pourrait dire avec tout ce qui rentre dans les thèmes de littérature, les 62, les 63, 61, etc. Donc, pour ce faire, on va d'abord parler du sommaire. On va donc avoir une petite introduction, comme toujours, le langage littéraire, les genres littéraires et la critique littéraire singulier, avec la critique par les auteurs et la critique par thème ou par visée, si vous voulez, ou par mode. Et finalement, on y ajoutera une petite conclusion. Donc, tout d'abord, il faudrait, comme toujours, ajouter une citation que l'on va prêter à un écrivain connu ou une écrivaine connue, qui soit un rapport avec le sujet. Et après, on va faire un petit paragraphe où l'on va parler du développement de l'importance de la critique littéraire, du langage littéraire, d'accord? On va d'abord commencer à glisser les points les plus importants de notre thème, puis finalement, on va faire une petite introduction de quoi est-ce qu'on va parler, donc du langage littéraire, des genres littéraires, et finalement, on essaiera de mieux comprendre la critique littéraire. Donc, tout d'abord, avec le langage littéraire, il faut dire que le langage littéraire, il a une valeur esthétique prédominante qui le différencie des autres langages, comme le langage du texte argumentatif, explicatif, etc. Pour ce faire, on va aussi donc voir les différences entre le langage du quotidien et le langage littéraire. D'abord, le langage du quotidien, il est un, un outil, il est quelque chose que l'on va utiliser pour communiquer. Donc, il a une fin, c'est communiquer des idées, communiquer des messages. Alors que le langage littéraire, de son côté, il est une fin en soi-même. Donc, le but du langage littéraire, c'est en lui-même, c'est de très beau. Donc, ça veut dire que la forme du langage dans une œuvre de littérature est aussi importante que les contenus. Il y a Roland Barthes qui nous parle des trois caractéristiques de ce langage littéraire qui sont d'abord que c'est un langage intransitif, c'est comme on a déjà dit, ça veut dire qu'il est isolé de toute référence extérieure. Il est important où il a son valeur en lui-même. Aussi, cela veut dire qu'il y a une multiplicité d'interprétations, étant donné qu'il est coupé d'un contexte extérieur, qu'il y a un contexte, si vous voulez, un contexte dans l'œuvre elle-même. Et donc, étant donné que ce langage ne fait pas référence aux éléments extérieurs de notre contexte de la réalité, il permet une multiplicité d'interprétations. D'ailleurs, en traduction, on parle que un texte a un infini de lectures. Ça veut dire que même si la même personne lit un texte dans le métro, ça va être différent que si je le lis par obligation, que si je le lis par plaisir, etc. La même personne, les mêmes textes, ça a une différentes interprétations. Ça va dépendre aussi, par exemple, Le Petit Prince, vous le connaissez tous, la différence quand on le lit quand on est petit enfant et quand on le lit quand on a déjà un certain âge, ça va vraiment varier tous les signifiés, toutes les significations des mots qui apparaissent dans le roman, dans le petit conte. Et finalement, pour Roland Barthes, il y a aussi à parler du langage littéraire qui existe par soi-même. Donc, c'est encore la même idée. Il est donc coupé et il n'a aucune trace de la réalité. Et donc, il existe par son propre compte. D'accord? Il existe pour lui-même. Euh, Quelques caractéristiques après qu'on peut aussi donner du langage littéraire, ce serait par exemple l'euphonie, c'est-à-dire que ça doit sonner bon, au contraire de la cacophonie. Il y a aussi la non-vulgarité, même si ce terme ou cette caractéristique est en train de disparaître de plus en plus vite, car les langages oraux changent et évoluent, et cela est recueilli par le langage littéraire lorsqu'il passe à l'écrit, par exemple quand on essaye de reprendre les mots tels qu'ils sont dans la réalité, quand on a une visée de reprendre et de refléter dans notre ouvrage la réalité la plus objective, il va falloir parler et mettre les mots de ces personnages dans ce langage un peu plus argotique
Voilà donc les cas, par exemple, d'un Foi de la Rouille. Dans une année chez les Français, vous voyez bien qu'il y a pas mal de termes vulgaires, étant donné qu'il s'agit des enfants, des ados qui parlent comme ça. Voilà, donc dans l'abondance, ça fait référence à la quantité énorme des termes que l'on va employer, même si on peut dire une chose très simplement, on va donc faire preuve que nous maîtrisons la langue. Ça va aussi en lien avec les suivants points, qui est la pureté, étant donné que les écrivains, normalement, ils essaient de de n'utiliser que leur propre langue, d'accord, de ne pas prendre des emprunts des langues étrangères lorsqu'ils peuvent exprimer ces idées avec leur langue. Donc, on va essayer d'éviter de l'anglais, de l'espagnol, sauf si ce n'est que pour donner un air un peu plus exotique à notre œuvre. Dans la clarté, donc, ceci est un signe de tout langage, d'accord, que ce soit oral et écrit, donc ça reste aussi une caractéristique du littéraire. Je pense que ça n'échappe qu'aux politiciens, étant donné que d'ailleurs c'est H.P. Chris qui en 1975, dans son ouvrage Logic and Conversation, elle parlait déjà de cette maxime. Euh, et aussi, il va falloir parler de la vigueur expressive. Donc, on va faire ça par des euh, métaphores, des comparaisons, d'autres figures littéraires stylistiques qui vont nous aider à maximiser et amplifier toute cette vigueur expressive. On peut faire aussi ça à l'aide de répétitions, voilà, des anaphores dans le lyrique. Et voilà. Donc, après, ceci dit, on va devoir passer au genre littéraire dans cette étude. On va d'abord faire une petite évolution au cours de l'histoire. Donc, vous avez déjà que, par exemple, dans certaines cultures et à certains moments de la littérature, les genres littéraires ont eu des différentes valeurs sociales. Pour mieux expliciter ça, on pourrait parler de la valeur perdue, si vous voulez, ou presque vide qu'avait avant le narratif, ou même le dramatique, par exemple, dans les cultures arabes. Ce n'est que jusque très récemment que l'on considère le dramatique, les genres dramatiques, en tant qu'une œuvre d'art. Avant, c'était un péché. On va donc faire un petit classement où on va parler du narratif, de la lyrique, du lyrique, du dramatique et des essais. Donc, dans les narratifs, il y a les romans, la nouvelle et les contes. Et on va parler aussi des caractéristiques du texte narratif. Dans le lyrique, on va parler de la poésie didactique. Pour enseigner, voilà, il y avait les jonglards, etc. avant, la poésie épique ou l'épopée comme la chanson de Roland, et la poésie lyrique qui sert à exprimer nos sentiments et nos émotions comme c'est dans les chansons actuelles ou dans la plupart d'elles. On va aussi parler du dramatique. Donc, dans le dramatique, il faudra parler d'abord de la comédie, de la tragédie d'origine grecque. On pourrait aussi donner quelques exemples. Je crois que c'est les thèmes 61 qui parlent du théâtre. On pourrait parler ici de Ionesco, par exemple, de la nouvelle vague, comment ça a tout changé. Ou même, dans les thèmes 44, on a aussi le théâtre, c'est au XVIe siècle, si je ne me trompe, où on parle aussi de l'apparition du drame grâce à les mélanges ou les combinaisons qui sont faits euh, par les différents auteurs. On pourrait ici parler des Corneille ou de Molière, évidemment. Et on va aussi parler des essais, lorsqu'on ne peut pas s'empêcher de refléter les essais dans ce passage des genres littéraires. On va, par exemple, aussi parler de montagnes, les essais de montagnes qui sont évidemment un chef d'œuvre dans la littérature, et pas que dans la française, mais dans la littérature mondiale. Ceci dit, nous devons passer à la critique littéraire, et une fois qu'on a compris les différents genres, nous devons dire que la critique littéraire ne va pas par genre. Même si aujourd'hui, le genre littéraire le plus vendu, le plus lu, ça reste le roman. Et donc, toute la critique littéraire la plus populaire va aborder donc le roman, la nouvelle et les contes. Surtout les deux premiers, le roman et la nouvelle. Ça fait longtemps déjà qu'on n'a pas un prix Nobel, par exemple, de poésie. Donc, normalement, ce sont des romans. Qu'est-ce que la critique? D'abord, on va trouver l'essence étymologique. Évidemment, c'est un mot qui vient de la langue latine, donc du latin,
qui venait du criticus, qui était celui qui ordonnait, d'accord, qui faisait des ordonnances, qui donc faisait des preuves aux malades pour trouver donc les maladies. Aujourd'hui, la critique a repris un peu son sens et on va dire que c'est les médecins du goût, si vous voulez. Dans une évolution chronologique, il faudrait donc parler qu'au XVIe siècle, il y a eu trois apportations que l'on retient toujours, comme c'est le cas des Velex, Caligé et Littré. Euh, donc, pour Velek, il affirme que la critique littéraire consiste à décrire la littérature. Pour Scaliger, c'est l'art de juger les œuvres de l'esprit. Et Littré, en 1636, fixe une nuance nouvelle du mot. Pour lui, la critique littéraire examine si l'ouvrage est composé de manière à plaire au lecteur. Donc, on a des différentes définitions de la critique. On va donc avoir cette dernière de Littré qui dit que ça sert donc à voir si ça va plaire ou pas au lecteur, au possible lecteur. Ça va évidemment changer avec Thibaudet qui reprend un peu plus la critique comme on l'entend aujourd'hui. Et Thibaudet, dans le 19e siècle, il va parler aussi des critiques, des personnes qui font de la critique, mais pas de la critique en tant que soi. Pas que de la critique en tant qu'un art ou qu'un style d'ouvrage. Donc ça va changer un peu, ça va encore se nuancer au XXe siècle où on va établir des systèmes de valeurs pour donc dire ce qui est un bon ouvrage ou ce qui ne l'est pas, à partir d'un système de valeurs. Donc, on va donner des jugements de valeur, des jugements de goût et d'appréciation. Ceci dit, en faisant une petite combinaison de tout ce qu'on a dit déjà à propos de la critique littéraire, on va donner une définition, c'est qu'elle s'appuie sur les systèmes des valeurs et qu'aujourd'hui, il y a une prolifération des parutions. Donc, c'est donc les jugements, la critique, c'est donc les jugements sur une œuvre, normalement un jugement de valeur ou un jugement de goût qui va s'appuyer sur trois axes. La description de l'œuvre, comme le disait d'abord Velek, l'évaluation et l'appréciation. Avec ces trois points, on peut faire une bonne critique d'un littéraire. Et après, on peut différencier les différents types de critiques. Il y a la critique, si vous voulez, par son scripteur, par qui écrit cette critique. Si on se pose cette question, on va trouver trois types de critiques. La critique spontanée qui naît dans les cafés parisiens au 19e siècle, quand quelqu'un lisait un livre et qui parlait du livre, donc spontanément, donc c'était pas quelque chose, c'était plutôt l'appréciation et la description que l'évaluation. Après, on a la critique par des artistes où il y a cette figure de l'écrivain critique qui va aussi parler donc parce que c'est un artiste et il comprend mieux l'art qu'une personne qui n'est pas un artiste et puis finalement par des professionnels donc des philologues, des journalistes et des personnes spécialisées dans ce faire. Et finalement, on a la critique par visée, par quel est le but de la critique, cependant, enfin, selon les buts que l'on a pour faire une critique. On va parler donc, par exemple, de la critique génétique, qui est fortement influencée par la psychanalyse, qui est née dans les années 50, où il s'agissait en fait d'insérer dans un contexte le texte, donc de faire l'avant-texte d'essayer de trouver pourquoi l'écrivain a écrit cela et pourquoi il n'a pas écrit l'autre chose. Donc, on étudiait ce qui était écrit et ce qui n'était pas écrit aussi, d'accord? Donc, c'était plutôt une critique où l'on allait étudier le contexte, les rapports entre, donc pas entre, mais lors du processus de l'écriture. D'accord? Donc, qu'est-ce qui avait amené l'écrivain à faire ça? Parce que l'écrivain, il est donc une pièce qui rentre, enfin, où on va, comment expliquer-je? L'écrivain, c'est quelqu'un qui appartient à un moment donné de l'histoire. Donc, on va analyser son style, oui, euh, la structure de son texte, oui, mais aussi dans son contexte. Où est-il né? Qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Qu'est-ce qu'il veut changer dans le monde? Quel est son propos ici dans son ouvrage? Quel est son but par l'écriture de cet ouvrage, à part de gagner bien sa vie, bien gagner sa vie. Puis, on va parler aussi de la critique
thématique qui est née un peu plus tard, donc après les années 70, où ces structuralismes se voient déjà, les structuralismes génétiques est déjà en décadence et on va avoir ici une influence de Jung, aussi un psychanalyste, un disciple de Freud, mais qui va un peu se décoller des idées de Freud pour en faire sa propre philosophie ou sa propre psychologie. Et on va avoir ici des idées des Bachelard, des Béguin, des Marcel Raymond, des Georges Poulet, des Jean Rousset et même des Jean Starobinsky. Ces auteurs, ils vont tous nous aider à mieux comprendre ces courants de critiques littéraires. Et ici, au lieu d'une connaissance, comme il y avait peut-être dans la critique génétique où on allait connaître les raisons d'être de cet ouvrage, maintenant, il y a plutôt une connaissance par sympathie. Donc, on va trouver la sympathie de l'écrivain, on va essayer de comprendre l'écrivain, pourquoi est-ce qu'il a écrit, mais toujours avec un petit geste de sympathie. Donc, il va y avoir cette idée de plaire, d'accord, de faire une critique. Maintenant, on appelle ça la critique constructive aussi. Et donc, il y a cette idée-là de médiatiser l'œuvre, d'accord, où on va parler des thèmes qui ne sont pas évidemment dans une première lecture explicite, mais qui sont là dans le texte. C'est comme par exemple, il y a eu la critique, si vous voulez, de La Peste de Camus, la critique thématique, celle où on va dire, eh ben, il critique les fascismes, il critique les États autoritaires dans La Peste et dans une critique génétique. Ce n'est plus le thème que l'on va aborder dans cette critique, mais c'était plutôt qui est Albert Camus, pourquoi est-ce qu'il a écrit ça, dans quel contexte est-ce que ce livre est apparu. Et ça va évidemment nous déceler des informations assez importantes, mais on va dire que la critique génétique est plutôt l'expérience d'un psychologue dans un divan, et dans le divan, il y a l'œuvre, et dans la thématique, la critique thématique, c'est plutôt une conversation dans un bar où on va parler avec lui, on va finalement s'en aller et dire, eh ben lui, il m'a parlé de ça, d'accord? Même s'il ne l'a pas dit explicitement. Voilà donc pour les thèmes 36. Pour une conclusion, on pourrait dire que il s'agit que ce thème est très important pour nous et son importance est pleinement justifiée étant donné que le langage littéraire peut apparaître dans nos cours, étant donné que nous avons un projet lecteur et que la littérature va être aussi un champ interdisciplinaire, étant donné que nous pouvons lire par exemple Isaac Asimov qui nous parle des sciences, ou même dans le champ du français, si vous voulez, on a Jules Verne aussi qui est assez scientifique et donc le langage littéraire développe l'esprit critique et aussi l'universalité des genres littéraires, même si dans certaines cultures, les genres littéraires varient donc en importance et en valeur, mais ils existent tous dans toute culture. Voilà donc, même s'il n'y a pas de langage écrit, ça serait très, très intéressant à noter. Et donc, voilà le thème 36. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous vois pour le thème 37. À bientôt. Au revoir.